Voilà une surprise qui doit vous être agréable, monsieur Colbert. Un déjeuner au château de Versailles. Le rituel est immuable. Le roi mange toujours seul. Entouré de nobles pour qui assister au repas de Louis XIV est un privilège. Sous son règne, la gastronomie française prend toute son importance. Rien n'est assez raffiné pour lui. Il faut satisfaire les goûts et le grand appétit du souverain. Mais si sa table déborde de plats délicats et variés, le peuple, qui souffre encore parfois de famine, doit se contenter de nourriture plus ordinaire. La majorité des Français mangent du pain ou des bouillies, mais dans des proportions beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. Il faut s'imaginer qu'un paysan à l'époque mange à peu près par jour 1,5 kg, 2 kg de pain. Donc c'est ce qui constitue la base de son alimentation. Le pain a une place centrale, car les céréales dont il est fait sont faciles à cultiver en été et à conserver tout l'hiver. Mais cette agriculture ne met pas les paysans à l'abri du manque de nourriture. Sans engrais, les rendements sont bien entendu beaucoup plus faibles. Pour un grain de blé semé, on récoltait à l'époque 12 fois moins. C'est-à-dire à peine de quoi tenir toute une année jusqu'à la récolte suivante. Et donc si on avait des conditions météorologiques qui n'étaient pas favorables, c'est-à-dire par exemple un printemps pluvieux, c'était la ruine des récoltes et on manquait très rapidement de pain. Le pain lui-même est bien différent du pain blanc d'aujourd'hui, qui à l'époque est réservé aux bourgeois et aux nobles. Ce pain, c'est un pain marron, brun, donc à base de seigle, qui se cuit une fois par semaine. Donc on consomme des espèces de grandes roues. Ça sent bon. Fabien, qu'est-ce qui est en train de cuire? La soupe. La soupe, c'est un élément courant chez les paysans? Ah, c'est l'alimentation de base avec le pain. Alors Fabien, qu'est-ce qu'on met dans cette soupe? Ce que l'on trouve, en fait, ce que l'on trouve dans le potager. Comme aujourd'hui, les Français du XVIIe siècle font 3 repas par jour. Le premier au lever du soleil, le dîner aux alentours de midi et le souper, repas le plus copieux, à la tombée de la nuit. Au menu, carottes, poireaux et des légumes un peu oubliés aujourd'hui, comme le panais. On pourrait peut-être rajouter une pomme de terre, non? Ce serait meilleur? Ah, mais non, on ne peut pas, Mac, parce qu'au XVIIe siècle, on ne sait pas du tout comment cuisiner la pomme de terre. Pas possible. Regardez, croquez dedans pour voir. Comme ça, cru? Oh, dégoûtant. Mais c'est exactement la réaction qu'ont eu les hommes du XVIIe siècle quand ils ont découvert ce légume rapporté du Nouveau Monde par les Espagnols. Ils n'avaient pas l'idée de la faire cuire? Non, il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que les Français apprennent à cuisiner la pomme de terre, grâce à un monsieur dont vous connaissez forcément le nom. Parmentier. Exactement. Et donc, en attendant, à quoi sert la pomme de terre? À nourrir les cochons. Exclusivement, quel dommage. À cette époque, l'assiette du paysan est quasi végétarienne pour des raisons économiques, mais aussi religieuses. Alors, je dirais qu'il manque, à mon avis, peut-être juste un petit morceau de viande, quoi, pour donner un peu de goût. Ah mais attention, Mac, parce que l'Église interdit de manger de la viande 1 jour sur 2 au XVIIe siècle. 1 jour sur 2? 1 jour sur 2. Mais comment est-ce possible? L'Église, elle contrôle les consciences et notamment elle contrôle la consommation de viande, qu'elle interdit 2 jours par semaine, le mercredi et le vendredi, puis aussi pour les fêtes religieuses, et notamment avec le carême, 46 jours sans viande, ce qu'on appelle les jours maigres. Et toutes ces interdictions cumulées font qu'il y a pratiquement 1 jour sur 2 dans l'année où on ne peut consommer de viande. Cochon. Cochon. Voilà. Bon, alors, les autres jours, ceux où on a le droit de manger de la viande parce que l'Église le permet, quelle viande on va manger? Comme aujourd'hui, principalement du bœuf? Ah non, surtout pas. Le bœuf, d'abord, c'est très rare. Ensuite, quand on a la chance d'en avoir un, on le garde pour y attacher la charrue. D'accord, donc qu'est-ce qui reste? Des volailles, des poules, des poulets? Ah non plus, les volailles, ça ne mange que des céréales. Or, on a vu que les céréales, c'est vraiment la base de l'alimentation de la famille, qu'il y en a souvent pas assez pour nourrir tout le monde. Et les œufs, à l'époque, sont considérés comme le caviar de l'époque. Ah, carrément? Oui. Bon, alors, qu'est-ce qui reste? Eh ben, il vous reste des cochons, comme ceci, auxquels on donne des pommes de terre, les épluchures de légumes. Enfin, vraiment, un cochon, ça mange de tout. On dit que le cochon, c'est la poubelle de la ferme. Donc, ça, c'est un animal qui est courant à l'époque de Louis XIV. Qui est assez courant, qu'on va engraisser toute l'année et qu'on va tuer en général au moment de Noël. Et la viande va être consommée par la famille pendant toute une année. Ah, ça veut dire qu'on sait déjà la conserver. On fait les salaisons de cochon comme aujourd'hui. Le quartier de viande et le lard sont placés dans des jarres remplis de sel.
C'est le principal moyen de conserve connu depuis les Gaulois. Nous, on va le laisser 5-6 mois, mais bon, on a là les salaisons de l'année. Allez, on recouvre bien de sel. Hop, on en remet par-dessus. Chaque fois qu'on rajoute des pièces de viande, on rajoute bien du sel. Et une fois que c'est couvert, on remet le couvercle. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est à la portée de tous, parce que le sel, c'est un produit qui est abondant, Marjolaine. C'est abondant, mais comme c'est très demandé, c'est très cher. Et l'État, qui l'a bien compris, le taxe très lourdement. Il y a des impôts sur le sel. Il y a des impôts sur le sel, comme aujourd'hui des impôts sur l'essence, par exemple. Oui, parce que c'est un produit indispensable. Produit indispensable. Donc ça veut dire que là, pour un paysan de l'époque de Louis XIV, il y a quoi? Il y en a pour beaucoup d'argent en sel? Il y en a quand même pour une assez grosse fortune. Ah oui. Donc en fait, le sel, c'est un luxe qui est accessible aux paysans qui sont déjà aisés. C'est plus qu'un luxe, enfin c'est essentiel, hein, c'est essentiel. Le sel, c'est la conservation et on est obligé d'avoir beaucoup de sel. Pour saler un cochon entier, il faut au minimum une jarre pleine. Donc le sel, si j'ai bien compris, ça permet de conserver les cochons d'un côté et d'engraisser l'État et le roi de l'autre côté. Mais finalement, tout le temps, l'État a pris des produits vitaux et les a taxés parce que les gens ne peuvent pas s'en passer, c'est ça? Tout à fait. Et l'impôt sur le sel, appelé la gabelle, n'est pas le seul dont doivent s'acquitter les paysans. Les paysans, ce sont eux à l'époque qui paient la majorité des impôts. Ils sont littéralement écrasés d'impôts. Alors impôt au roi, à l'État, avec la taille, qui est un impôt sur le revenu, impôt à l'église avec la dîme, et puis l'impôt foncier également aux grands propriétaires terriens. Voilà pourquoi leur niveau de vie reste toujours aussi bas. Il est temps de dîner pour Mac et notre famille de poules fêtant. Mais avant toute chose, il faut bénir le repas. Bénédicité obligatoire, bien sûr, à l'époque. Hein. Oui, complètement. Oui, les prières rythment vraiment toutes les activités quotidiennes, le lever, le repas, le coucher. D'accord. Ah, bah ça, c'est la soupe qu'on a faite. Excusez-moi, Fabien, votre femme se met pas à table avec nous? Ah ben non. Au XVIIe siècle, les mères de famille ne mangent jamais avec leurs maris et leurs enfants. Elles sont beaucoup trop occupées à préparer et ensuite à ranger la cuisine. Ah bon? Eh ben, donc c'était un peu machiste, on va dire, à l'époque. Ah, très traditionnel, où les hommes et les femmes n'ont absolument pas la même place. J'ai hâte de goûter, moi, personnellement. Hein. Alors, on trempe le pain dans la soupe, puisqu'en général, il est un peu dur, et ça permet aussi de l'épaissir. Ah oui, on met plein de pain dans la soupe. Mais c'est pas mauvais du tout, hein. Si je comprends bien, à l'époque, c'est vraiment la France à 2 vitesses. Absolument. Les aristocrates, eux, mangent trop de viande, à tel point qu'ils en sont malades, une maladie très douloureuse qui s'appelle la goutte. Bien fait pour eux. Chez les nobles, on s'empiffre. Et dans les cuisines des grands châteaux, on rivalise d'ingéniosité. Ce sont les débuts de la gastronomie. Après le souper frugal du paysan, Maclesguy se rend à présent au château de Beauregard, dans le Val-de-Loire, pour tester un dîner de la noblesse sous Louis XIV. Il sera une fois de plus éclairé par notre historienne Marjolaine Boutet. La cuisine d'un aristocrate. Regardez la taille de cette pièce, et puis surtout la profusion d'aliments par rapport à ce qui se passe chez les paysans. Ça a l'air appétissant. Stéphane, bonjour. Bien le bonjour. Donc là, vous êtes en train de reconstituer la cuisine, le repas d'un noble au XVIIe. Tout à fait. Un noble ou gentilhomme de notre région. En tout cas, ça donne faim. Alors, c'est quoi l'ordinaire d'un noble à cette époque? Et qu'est-ce qui cuit dans la cheminée? Eh bien, on voit ici justement ce petit cochon de lait qui fait partie des viandes des plus précieuses, puisque justement celui-ci ne va être nourri que de pain, de lait. Ça en fait évidemment une viande qui est des plus précieuses, des plus moelleuses. Et de chaque côté, là, c'est quoi? Là, ici, des petits pigeons. Il est vrai que si jamais au Moyen-Âge, on fait cuire de grands oiseaux, les hérons, les cygnes, les paons, eh bien, la période du XVIIe siècle, c'est la période où on va plutôt côtoyer des petits oiseaux. Pourquoi autant de gibier? Mac, la chasse est le privilège des nobles. Les paysans ont interdiction de chasser, ça s'appelle braconner, et c'est durement puni. Messieurs, mes amis, cette fois, c'est des galères. Oh non, je vous en supplie. Il n'y a que les nobles qui ont le droit de chasser. C'est un privilège qui sera d'ailleurs aboli à la Révolution française. Tous ces animaux tués, eh bien, il faut bien en faire quelque chose, c'est-à-dire les manger. Bon, ça dit, ils ne mangent pas quand même que du gibier rôti toute la journée, il y a autre chose. Oui, bien sûr, on le voit, les légumes, puisqu'on voyage de plus en plus loin, on rapporte alors des légumes nouveaux, c'est de plus en plus diversifié. Ces nouveaux légumes, un agronome de génie, la Quintini, va les cultiver pour le roi dans le potager du château de Versailles. Il va réaliser des prouesses.
C'est notamment grâce à lui que l'on peut manger des fraises, quelle que soit la saison. On va inventer de nouveaux types de cultures, par exemple la culture sous serre chauffée ou de nouvelles greffes qui vont permettre de réaliser de véritables prodiges, c'est-à-dire l'acclimatation de nouvelles variétés de fruits et de légumes, comme par exemple les melons, les figues, les pêches, les artichauts, les asperges. Et tous les princes d'Europe ensuite vont vouloir avoir un potager identique à celui du roi de France. Une fois de plus, Louis XIV réussit à faire rayonner son royaume dans le monde. Maintenant, je pense que le couvert est dressé. On peut alors côtoyer la table. Allons côtoyer la table. Allons. Allons côtoyer la table. Premier service. La duxelle de champignons. Second service. Coquillage de l'île de Ré, les huîtres nommées, accompagnées de limon et les œufs durs que notre bon roi prise tellement manger. Troisième service. En reverdir, avons disposé petits pois, fond d'artichaut et l'orange qu'avons confit. On mange déjà des huîtres à l'époque? Oui, l'on prétend du reste qu'elles sont aphrodisiaques, ce pourquoi Louis XIV lui-même prise en manger régulièrement. Alors il y a tout ce que Louis XIV aime. Des fonds d'artichaut, c'est ça? Absolument, des petits pois Des petits pois et des oranges. et des oranges. Bon, vous rigolez, Marjolaine, c'est équilibré comme repas. Des légumes, des huîtres, des champignons. Ah mais attendez Max, ça ce n'est que le début, ce sont les entrées. Vous allez voir, oui, c'est il vrai que c'est reste que encore les entrées. beaucoup de choses à goûter. J'ai quasiment plus faim. Et pourtant, 6 autres plats et desserts attendent encore Mac et Marjolaine. Quatrième service. C'est parti pour les viandes. Le ragoût d'agneau en ail et limon confit. Cinquième service. Le pasté de faisan en plumes redressées. Sixième service. Les pigeons rôtis. En accordance. Un rot de pourcelet. Je repense au pain et à la soupe qu'on a mangé chez Fabian. Effectivement, là, définitivement, ça n'a rien à voir. Eh bien, festoyons. Alors, ce cochon. Marjolaine, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète. À nous deux, on va jamais finir tout ça. Les nobles de l'époque mangeaient absolument tout. Vous avez des estomacs, mais vous avez 4 fois la taille d'une autre. Mais pas du tout Mac. La profusion des plats était destinée à montrer la richesse de ces nobles et leur succès à la chasse. Mais tout ce que nous n'allons pas manger... Et gaspillé. Non. Tout ce qui n'aura pas été mangé va être ramené en cuisine et revendu par les cuisiniers aux voisins, aux paysans du domaine et mangé par les domestiques du château. On vend les restes. On vend les restes et parfois ça peut se vendre très cher. Ah, c'est tellement bon. Donc ça doit être bon, ça. On est sur le dessus du cochon avec le filet. Il me reste juste une petite place pour le dessert. Je vous reconnais bien là, Mac. Bien, justement, c'est au XVIIe siècle que l'on prend l'habitude de terminer un repas par du sucré. Parce qu'avant, tout était mélangé? Parce qu'avant, tout était mélangé, on picorait, il n'y avait pas vraiment d'ordre. C'est au XVIIe siècle que la succession entrée, plat et donc viande, dessert devient la norme. Mais quelle chance! Le dessert. Septième service. Une compotée de poires et pommes à la cannelle. Oh là là! Huitième service. Les meringues d'Italie venues. Ah! Magnifique. Entendez que Louis XIV prise manger purée, confiture et autres. Ce que Louis XIV aime devient à la mode. C'est le cas notamment de 2 mets dont aujourd'hui encore peu de Français peuvent se passer à la fin du repas. Le café, qu'un ambassadeur turc a fait goûter aux Parisiens, et le chocolat, que sa femme Marie-Thérèse a ramené de la cour d'Espagne. Ce qu'on retient de cette époque, si je comprends bien, c'est l'essor de la gastronomie. Par contre, au niveau de l'alimentation de monsieur et madame tout le monde, rien ne change. Voilà. Non, c'est la gastronomie, mais pour une toute petite élite.